Eugénie, tu as pas une extra, tu as un deuxième masque? Ah non. Non. Quoi? Ingrid just seen the carrot. T'as dit quoi? Tiens, j'ai un masque si tu veux. Tu as un masque? Juste pour Ingrid. Donc Eugénie, quand il y a les premiers qui rentrent, comme ça tu peux envoyer le son. Ouais. Là-bas, c'est bien. Non. Ces deux-là, c'est bon? Je sais pas si je peux me mettre là. Non, c'est bon. C'est bon? Ça commence dans les méandres de mémoire. Anamnèse, nuage grec, image ancienne en marginé la mer. Gamin dominé en bossé dans les cargos incommodes, décor village, consigne de gare, armoire, casier, cadenas, caserne grise. Cinéma morose de samedi soir. Ça colle dans mon sang comme des orages de désir. Cargo bons et de crasse, sac de corde, évreux de crin, marin gorgé de dîme. M'endormir dans la main de Gange. De misère. Corsaire. Je tiens tout d'abord à préciser que personne ne m'a forcé à faire cette petite conférence. Moi, je veux dire, pas même ma femme, quoi. Je la fais librement. Bon, librement, en un sens, même si elle a tout de la forme d'un piège et que je ne sais pas très bien ce qui... elle s'articule autour de quelques questions. Un rat peut-il devenir une chauve-souris? Pourquoi faire? L'intérêt d'un labyrinthe réside-t-il dans le fait d'en sortir ou dans le parcours aveugle, ludique lui-même? Icare, de ce point de vue, serait-il simplement un enfant insensé? Un personnage qui n'aurait rien compris aux joies de l'errance aveugle et du tâtonnement vélivole incertain? Un idiot, puni à juste titre d'avoir préféré le soleil ardent, l'apparence de la lumière, précipité tout de suite à la lente douceur de l'ombre? Ne pourrait-on pas imaginer de trouver cette lumière ou cette liberté dans l'obscurité la plus profonde d'un dédale intérieur?
dans une caverne. Notre alphabet nécessite-t-il vraiment 26 lettres, 26 unités sonores ou 70 comme chez les Turcs? Sont-elles nécessaires à dessiner le visage de notre langue française commune, à raconter ensemble le voyage humain, pour ensemble partir, revenir, atteindre ses rivages? Ne pourrait-on pas imaginer un alphabet de 7, 12 ou 20 consonnes comme les anciens Grecs? Un principe d'économie, de décroissance? Le rasoir d'Occam, à la suite d'Aristote, ne nous dit-il pas que les multiples ne doivent pas être utilisés sans nécessité? Comment le présent peut-il être absent? Le dit, non dit. Le souvenir, oubli du monde à venir. Une sombre belle absente peut-elle devenir au contraire un beau présent, doré par un soleil arithmétique? Pourrait-on imaginer ce scénario où Kafka se retrouverait devant la porte, celle destinée à lui seul, certes, celle de la vie, celle de l'attente, mais qui s'avérerait être en fait celle de la bibliothèque de Babel, chère à Borges, Dédale qui compte autant de livres que de variations possibles de lettres dans l'alphabet. Ne serions-nous alors, avec lui, à sa suite, que des souffles et des mètres variants infimes dans le rendu fluide véhicule des nombres, des particules élémentaires, des notes et tonalités et des accents tantôt saillants, tantôt assourdis du verbe? Mais les lettres et les êtres sont-ils solubles dans les nombres? Tels sont les sujets de la petite conférence de ce soir. Cela est attesté, cela s'est vu, cette salve, cet assaut, c'est là, tel quelques Vésuves éculés, ces séquelles veuves, la 16, l'étuve, la vase, le svelte et le tablé, le salas, le céleste, l'acculé, ça cause, ça claquette, ça claquette, ça jase, ça cavale. Qu'est-ce que c'est que ce casse-tête? Qu'est-ce que ça vaut au juste, ce vécu éclaté, ces cultes et ces stèles, ces cas, ces clauses, ces statues, ces astuces vaseuses avec cette seule tasse évolée là, ces taux ajustés à cette lutte caleuse, à ce jeu sec, ça vale, ça jute, ça évacue, vécu sale, le calva avalé cul sec, salut ça va, la lavette à javel, la sauce et le sel, vécu esclave, la suée, l'écuelle juteuse, t'as vu ça, la lutte avec ta veste, avec ta clé, tu t'attelles, tu claquais, c'était quel sujet? Qu'est-ce que t'as vu? Ce vécu lava, c'est vassal, le stuc, la tutelle, la salle lavée au gel, les scellés, les valets, ça valse, ça s'étale, ça veut que tu te jettes à l'eau et que tu sauves ce ta vétuste, Catu, et Saluste, l'Esco et Calcutta, les Slaves et les Valaques, les à jaquettes et les à casquettes, le sceau, le casuel, l'hôtel et la culasse, Ève, Jésus, Saint-Just et las Casas, la télé, la calasse, Vatel et Jules Vallès, les Vestales à la vasque évadée, les accusés et les élus à volo, à tue-tête, à la queue leu, à les à Jacques Test, à la va que je te suce, etc. Tel que, jusqu'à ce que ça casse, que ça saute, jusqu'à ce que cesse cette quête cauteleuse, jusqu'à ce que le squale esselé avale ce vécu calqué, que la lave têtue scelle ses éclats laqués, jusqu'à l'escale et l'écluse, jusqu'à la vallée suave, jusqu'à la vue. Ce poème est de Georges Perec. C'est un beau présent. Un beau présent est un texte qui utilise ce principe d'économie, un alphabet restreint. En l'occurrence, il n'est composé qu'avec les lettres du dédicataire du poème en question. En l'occurrence, il s'agit de Jacques Vallée, un autre poète. 10 lettres, J-A-C-Q-E-S-V-L-T, point de I, point de P, point de R, etc. Cette contrainte a été inventée dans le cadre de l'Oulipo, dont Pérec est un des actifs fondateurs aux côtés de François Le Lyonnais, dit FLL, et de Raymond Queneau, dit RQ. Les Oulipiens sont un cercle de mathématiciens et d'écrivains qui visent à inventer des contraintes pour renouveler les formes de la littérature, poésie, fiction ou théâtre. Ou, dans Oulipo, cet ouvroir, un atelier, où l'on fabrique quoi? De la lipo.
Li, c'est pour littérature, ce qu'on lit et ce qu'on rature. Et po, c'est pour potentiel, qui désigne que ces oulipiens produiront à toute fin utile une quantité potentiellement infinie de textes, fruits de contraintes variées, dures ou molles. Depuis longtemps, très longtemps, je pratique toutes sortes de contraintes oulipiennes. Et l'écriture des beaux présents est devenue ma contrainte pratique de prédilection, ma spécialité, pourrait-on dire. D'où le thème de ce soir. Déjà, en 1998, n'écrivais-je pas Belle indifférente, avec les seules lettres du titre, suite à une rupture amoureuse. Car les beaux présents ont souvent pour motif des belles absentes. Ainsi va la poésie. Belle indifférente, donnant ceci, 9 lettres, B-E-L-I-N-D-F-R-T. Et son beau présent, le voilà. L'île, définie en air lente et rente tiède, ne dit rien, ni de l'if, ni de l'elfe, ni de l'air. Elle entend, fille, bille ridée, le fiel de l'été, le Nil débile et fier, fendre l'air et filer en terre indifférente, le Nil frire et bêler, le Nil rire et dire le lien inné, lente tentée en elle, reine de l'air, féline de l'été, Néfertiti, liée de l'un, telle l'idée bien dentelée. L'île lit et dit enfin le Nil. Belle lit, tendre nid de l'enfer, bite en elle bien enfilée, fiel, fil de l'Inde, fille de l'air, terre, fée et bête enfin liée, tendre rire de l'Inde, nid de bébé et fil de fer. Lien tendre enfin, tendre dire en elle bien tenté. L'île nie, l'Inde diffère, et elle rit, l'ailée de l'infini. Elle, terre éternelle, rien en elle ne finit. Elle, indifférente et belle, belle fête de l'été. À la question « Pourquoi des contraintes ?» Pourquoi écrire avec des contraintes que vous seriez en droit de me poser? Le poème devrait répondre par lui-même. Pour l'invention, pour le jeu, pour la musique, pour la méthode, pour quoi pas. Cependant, je me suis demandé, et c'est là l'objet de cette petite présentation de ce soir, pourquoi, à la suite de Pérec, et hormis le fait que je voulais sortir d'une écriture trop égotiste privilégiant le jeu JEU au jeu JE, j'ai travaillé si longtemps sur des contraintes si compliquées. Pourquoi j'ai voulu marcher sur une jambe si longtemps quand j'en avais deux? Pourquoi j'ai voulu entraver mes voiles pour qu'elles se gonflent différemment ou mieux à ce point? Je ne suis pourtant pas, comme Olivier Salon, Paul Fournel ou Marcel Benabou, à proprement parler, ni officiellement un oulipien. Un oulipien se définit comme un rat qui invente lui-même le labyrinthe dont il se propose de sortir. Travaillant sur des contraintes, les pratiquants comme on pratique l'équitation ou la natation, je suis de fait une sorte de cousin germain. Un mulot, pourrait-on dire. Ou mieux, parfois, une chauve-souris bâtisseuse de labyrinthes aveugles sur mesure. Mais qui ne travaille pas avec les contraintes? L'employé de bureau, le banquier, le prestidigitateur, l'architecte. Les poètes du passé ne sont-ils pas d'ailleurs considérés par l'Oulipo comme des plagiaires par anticipation? Pour avoir inventé le sonnet, le rondeau, ou par exemple la sextine, Arnaud Daniel, le troubadour, n'est-il pas déjà au Moyen-Âge un oulipien? Peut-on réellement échapper aux contraintes même quand on le prétend? Décréter la liberté, une identité, la sincérité, l'expérience ou l'inexpérience, est-ce suffisant? Un Saint-Esprit des poètes existe-t-il? Je ne le crois pas. Je crois que tout poète cache une bibliothèque comme colonne vertébrale et des livres de chair. Peut-être un Saint-Esprit oulipien ou oulipianisé s'est-il penché sur mon berceau à l'adolescence. En tout cas, il m'a mis au travail. Car nous voilà plongés dans la contrainte, lancés dans l'analyse et dans le jeu, dans sa précision discriminatrice, qui rend plus sensibles les valeurs d'une composition, d'une langue ou d'une phrase. Et par extension lointaine, je l'admets, nous révèle que le nombre d'idées,
de formes, dans la littérature en particulier, peuvent paraître innombrables à l'échelle humaine, mais ne le sont pas en réalité. J'ai d'ailleurs listé pour moi-même, dans un moment de dépression dans une librairie, 5 thèmes: l'amour, la haine, la vie, la mort et la solitude, ou l'étrangeté, pour quelques, et leurs variations ou déclinaisons, pour un nombre de permutations de lettres, certes immenses à l'échelle humaine, mais limitées. 100 000 mots en français, 200 000 en anglais, pour quelques centaines de milliards de textes différents. En 2004, j'écrivais Paroles et musique, qui résumait ma thèse de philosophie sur la parole poétique et l'événement de la double interprétation de la parole de la phénoménologie d'Heidegger, la psychanalyse freudienne et lacanienne, à une sorte de pied de nez surréaliste et pataphysique, pourrait-on dire, écrit avec les seules lettres du titre, AEIL, MOPQ, RSTU. Paroles et musique, résumé à lui seul, et surtout, enfin, sans commentaire, ni référence obséquieuse à tout bout de champ, passe-moi le sel selon Kierkegaard, le poivre selon Hegel, etc., la relation consubstantielle du fond et de la forme. Paroles et musique, point au singulier, reposait la question de la relation entre son et sens, de la parole comme événement plastique irréductible, intraduisible, plein champ nécessairement ambigu, sens pur. Je vous en donnerai un exemple en clôture. Mais abordons ici un autre cas de figure. Des années plus tard, une amie me confia qu'elle avait, suite à une sombre histoire familiale, décidé de changer de prénom à l'état civil. Et je célébrais ce changement de prénom en écrivant un poème réhabilitateur dont le titre est l'anagramme de son nouveau prénom et nom caché, mais réduit à leurs lettres seules, sans répétition de lettres. L'ange mort. En l'été, la mort t'a enrôlé, mon ange. Le mort a gommé ton âge et rongé ton étrange organe, ton nom. Note errante à la marge, alter ego anomale, jaune. Analogon, ton être, galant mélange agrégé, agnel anglomane, anémone amarré amaram, gamète agronome, golem, gorgone. L'ogre t'a mangé en l'agora muette et la lame marâtre t'emmène au large. Ton lot en lettres là, la galère, l'attente, ton mot enragé, ta tare muette, ton égarement. Ta gêne, à noter. La même gamme, le même éternel rôle, entre égorgement et aman, mer grondante allègre et montagne amarante, être et non-être. Peut-on résister au plaisir de croire à cette vieille idée de la Kabbale, que l'être des êtres se trouve compris dans les lettres composant leur nom et prénom, comme s'il s'agissait d'une sorte d'ADN grammatique. Or, composer un beau présent consiste tout d'abord à faire de longues listes de mots possibles avec les lettres présentes autorisées dans le nom choisi. Ainsi, les mots possibles et les mots impossibles. Ainsi, répertoriant et analysant ces lettres sur un nom en particulier, vous vous retrouvez transformé inéluctablement en une sorte de diseuse de bonne aventure rigoureuse et kabbalistique qui, tel un chirurgien ou un embaumeur, éventre et dépiote son sujet pour mieux ensuite le recomposer et le remaquiller. Vous réalisez par exemple que dans le nom d'un tel, il y a ça et pas ça. Les mots qui peuvent être forgés avec les lettres de son nom et ceux qui ne le peuvent pas. Tenez, par exemple, dans Emmanuel Macron, je prends cet exemple tout à fait au hasard. On voit tout de suite que le mot poésie est absent, en raison de l'absence des lettres PSI de son nom. Il y a un Anna, oui, un roman, un manuel économe, mais poésie, point. Mais rassurez-vous, poésie n'était pas présent non plus chez ses prédécesseurs, que ce soit François Hollande ou Nicolas Sarkozy, non. Il faut remonter à Georges Pompidou pour le trouver, bravo mesdames. Et
On ne trouve pas non plus chez Emmanuel Macron de gauche, ni de droite d'ailleurs, ni centre, ce qui est plus inquiétant. Mais en lisant dans le Mar, nous lisons la Lune. Pas Jupiter, la Lune, où une mère maquerelle amène un macaron. Une âme tout de même, et même une âme à nu. Oui, les mots drôles d'animaux qui vont surgir savent de nous des choses que nous ignorons d'eux. Nous pourrions débusquer presque à l'infini ces goûts artistiques, littéraires, picturaux, musicaux, ces amitiés et ces inimitiés croissantes à la lettre près en fonction du nombre de lettres communes ou non. Révéler le monde possible et l'environnement, parfois secret, de notre cher président. Révéler par exemple qu'Emmanuel Macron ne pourrait pas vivre au Palais de l'Élysée à Paris rue Saint-Honoré, en raison des lettres PSI de Palais et de Paris, du SY d'Élysée et du HT de Saint-Honoré, et devrait déménager. Par exemple dans un local à Rouen. Ou à Caen. Il est évident qu'il ne se sent pas très à l'aise non plus dans son propre pays, puisque nous voyons évidemment que la totalité des régions, aucune des régions, ni quasiment aucun des départements ne réunit les critères grammaticaux pour ce faire, sauf l'Eure, l'Orne et la Marne. En littérature, imaginez, l'accès à Pérec et à Queneau lui serait interdit. De même Pessoa, Gracq, Montaigne, Shakespeare et compagnie. Il serait obligé de se rabattre sur Emmanuel Carrère, par exemple. On découvrirait qu'il dévore le Coran en cachette, tandis qu'il abhorre la Bible. Et nous pourrions déterminer avec une certitude quasi implacable qu'ils sont beaucoup plus proches de la philosophie de Lucrèce que d'Épicure, qui a pi les lettres pi, ou le nombre pi, si vous voulez, dans son nom, ou de Platon qui a pété, les lettres P et T, de Aaron que de Marx, classé X. Et il est enfin bien évident que si EM était, supposition, une sorte de dictateur de la langue française, d'immortel commandeur chevalier des arts et des lettres qui nous imposerait à tous son beau présent, le filtre de son alphabet propre, ses 9 lettres. La France devrait elle aussi changer de nom. Privé du F, il ne resterait plus que le mot Rance. Et notre belle langue devrait elle aussi changer. Avec Jacques Roubaud, c'était encore pire. Privé du FN, il ne resterait plus que le Maurras. Mais notre belle langue donc devrait se changer. Commencerait alors l'effondrement inéluctable des Robert de Larousse. Plus de BD, FG, HI, PQ, ST, VW, XYZ. Nous ne parlerions plus que le Emmanuel Macron. Nous autres comédiens, danseurs, employés de bureau, banquiers ici présents, n'aurions pas pu entrer. À moins de nous trouver un pseudo, j'ai vérifié. Olivier Salon, SI, rédhibitoire. Laura Xajka, ZJK, rédhibitoire. Victoria Jabelot, n'en parlons plus. Personne. Et ce théâtre n'aurait plus qu'à trouver un autre nom. Je suggère au cœur mélomane ou au cercle amoral. Il est enfin bien évident que cela changerait le visage de la poésie. Le célèbre poème de Mallarmé, que j'aime tant, Apparition, dénommé à présent Aaron, donnerait, je vous donne la version originale, puis la version purement et simplement caviardée par Manu. Seule la première et la dernière strophe. La lune s'attristait, des séraphins en pleurs, rêvant, l'archer au doigt dans le calme des fleurs vaporeuses, tirait de mourantes violes, de blancs sanglots glissant sur l'azur des corolles. C'était le jour béni de ton premier baiser. La lune, Ara, eux errant en l'heure, Réan, l'arceau en le calme l'heure, Aureux, eux, Raon, eux, mourant, eux, Ollé, eux, lanque en l'eau, l'âne hur, la hur et corolle, Céa le our, en eux, on, remère, aère. J'irai donc, l'œil rivé sur le pavé vieilli, quand, avec du soleil aux cheveux, dans la rue et dans le soir, tu m'es en riant apparu. Et j'ai cru voir la fée au chapeau de clarté, qui jadis, sur mes beaux sommeils d'enfant gâté, passait, laissant toujours de ses mains mal fermées, neiger de blancs bouquets d'étoiles parfumées. Erra onk, lel re hurla ael el, uan aek ou oleloseu,
à la rue et à l'heure, humain rond à rue, et a cru au laï, au chaos éclairé, a me au mel inan aïd, lan, man malhervé, ener, l'encre, et ol arrumé. Et ça serait pareil avec tous les livres dans toutes les bibliothèques. Dans un autre ordre d'idées, nous pourrions imaginer de marier deux personnes, de les unir, et de vérifier au passage leur compatibilité ou leur incompatibilité. Vérifier entre vous. Je l'ai fait d'ailleurs, il y a quelques années, avec mon cousin, Erwan Valdruche de Montrémy. Et celle qui devenait sa femme, à l'époque, Céline Cotte. Notez tout de suite l'inégalité des deux noms et prénoms. 14 à 7 lettres. Ce qui sauve Céline du point de vue de la génétique grammatique, on le voit tout de suite, c'est la présence de son i simple qui s'oppose au y un peu prétentieux de l'autre. Car toutes les autres lettres sont contenues par Erwan Valdruche de Montrémy qui les contient toutes, sauf le i. Nous allons reprocéder, si vous le voulez bien, au mariage de ces deux êtres. En ma qualité de témoin, je m'adresserai tout d'abord à Erwan Valdruche de Montrémy dans sa langue propre, c'est 14 lettres, puis à Céline Cotte dans la sienne, c'est 7 lettres, puis nous procéderons à leur union grammatique et symbolique. À Erwan Valdruche de Montrémy. Honnête et loyal maçon d'une demeure royale, d'un âtre où le dormeur remémore le réel et détend l'âme du monde, d'un théâtre rococo où trône en totem un chêne et un troène mourant, un acteur muet et ce mot éternel d'être autre et mortel, amant d'une terre, d'une dame, d'un occulte torrent de tramontane nocturne, au-delà de l'océan, au-delà du même, au-delà du monde. Créateur d'un rond dôme, à l'odeur louche, à la truelle ou aux hauteurs de rotonde de Wallace, d'une tourte de chanterelle, de côte de taureau d'Aloyau, d'un tramway nommé Amour, de dorade, d'un dolmen où l'armure en la roche recelée, redoutée et entourée d'une auréole renoue notre nature, d'un radar au rayon record, ce mot connu et reconnu, un an et 100, au rythme lent et ondulant de la marée, de la yole t'emportant à côté d'elle. Ô doué créateur écolo d'un monument recyclant la nature, contre l'omerta d'ancêtre mythomane, contre la lâcheté, contre la terreur, contre le doute d'une ode à la lueur terne, contre le monde menteur, contre tout ce tumulte. Cher maçon de la rencontre, maçon racé d'une ruche romane, clown à la drôle de tronche, et toréador au cœur d'amadou, toréant ta dryade nue, tourtereau râleur, ronchon rarement, et homme maternel choyant ton marmot et ta marmotte à la chaleur de l'alcool de la croyance chancelante allumée au mont d'or, tâtonnant en cette terre méconnue, en cette arène d'écume, ton amour murmurera ton nom, tracera ce nœud, tranchera cette route, réclamera recta ce nectar, ton ortolan, ton toucher, ton tourteau, ta mamelle, ton rhododendron, ton rhum, ton hydromel, ton roman, ta rinconelle, récoltera mûr tout cela, l'urne et l'ornement, l'âtre mutuel de ce monde, de ce hameau, ton atoll, ton dédale, ton modèle de malheur, ta nonchalance, la culotte décolletée de ta Nina Momal, ta méthode de culture, de turlute, ta lanterne, ta monade nocturne. Cher Erwan, ton amour maçonnera la lune et tout autant la terre. Pour Céline Cotte. Cocotte. Note en ton lit, le ciel incliné éteint cette étoile. Note, cocotte encline en île illicite, telle Lot en le Nil. Cette étoile naît ici, en ce ciel. Si née, tiens. Elle tienne cette côte. Tiens ce coco. Tiens ce col.
tienne cette étoile. Procédons maintenant, si vous le voulez bien, à l'union de ces jeunes tourtereaux. À partir de la remise et de l'énonciation de l'alliance, les seules lettres communes aux deux noms et prénoms, au nombre de 6, C-E-L-N-O-T, amélioration personnelle de cette contrainte dont je ne suis pas peu fier. En ajoutant à chaque lettre ou à chaque strophe de cet épithalame une lettre à l'autre. Toc toc toc. Eh Coco, cocotte. Ton con, lent, laiton, ton lot. Eh Coco. Cote cote cote, ton lot, le loto. Oh cette leçon tonton. Colonne, ton aile, Céline. Note de taux se conceptive. Cette action lente en talentille. Ce déclic dit ici cette déité coincée en ton indécent décolleté de dentelle délicate. En cadence, ce coït déicide. Et, telle chatte enchantée, ton hénin hélicoïdal chancelle. Chante ici la hâte de cette échéance, de cet Éden, cette île en l'été, ce lien. Et l'homme, ce mot monde, madame, ce môme à moitié matelot, à moitié matinal, ce mâtement manchot, ce homard, menace ta moelle, t'aime, te mendie, te maçonne en ménade locale, t'enchaîne en mélodie hantée, te mandate moitié. Réactionnaire, immoral, il mord le réel, renacle, réclame, cherche à écrire ce récit matinal, la récolte de toi, la rançon irrationnelle de cette randonnée momentanée à la racine de la cime. Unis, ici et réunis, en cette noce, comme la lumière et la nuit, la muleta et le toréador, la mansoni et le mahonia, le macaon et le ramier, le mûrier et la mûre. En cette lumière, comme hawaïenne, newtonienne, vourmienne, wallonne, lui et toi et elle, comme l'uranie et la mouche, la mouette et le mouton, le colin et la murène, lundi, mardi, mercredi, dimanche, mai, août, en cet entretien, ce nid d'amour arraché au monde en haut d'un mont, entouré d'un marmot et d'une marmotte, d'air et de calme. En cette demeure yaloïde mitoyenne, ce tramway enchanté de myrmidon, ce harem où l'hymen a lieu loin de la tyrannie, la lyre, écoute, nique tes mères, cet hymne maya, ce mythe mycénien ou de haute marne, cet ancien récit d'amour, encore, ici à Nomécourt ou à Delhi, encore, recommencer. Through the lies that I've
l'amour, écrit le grand poète olympien Jacques Roubaud dans un très beau livre intitulé « La fleur inverse », fut inventé au XIIe siècle par les troubadours. C'est-à-dire que non seulement le sentiment amoureux devint le moteur essentiel de la poésie à cette époque, mais plus encore, à mon sens, que ce que nous appelons l'amour courtisan, flamboyant, fulgurant ou même romantique, ne devint lui-même que par le visage que la poésie et la musique purent lui offrir, en l'inventant, le façonnant ainsi, et en invitant tout un chacun en conséquence à désirer s'y conformer comme un miroir admirable. Ronsard, le prince des poètes, le sut très tôt, cette fonction du poète, qui est tout à la fois de célébrer la vie en créant un temple aux muses, une demeure à l'architecture ouverte et soignée où chacun puisse être avec les autres ou être seul, mais aussi de séduire, de ravir, de piéger la proie et tout simplement de dire, souvenez-vous, à Cassandre, mignonne, allons voir si la rose qui ce matin avait déclose sa robe de pourpre au soleil n'a point perdu cette véprée, les plis de sa robe pourprée et son teint au vôtre pareil. Là, voyez comment peu d'espace, mignonne, elle a dessus la place. Là, c'est beauté les séchoirs. Oh, vraiment, marâtre nature, puisqu'une fleur ne dure que du matin jusqu'au soir. Donc, si vous me croyez, mignonne, tandis que votre âge fleuronne en sa plus verte nouveauté, cueillez votre jeunesse. Comme à cette fleur, la vieillesse fera ternir votre beauté. Ainsi, la poésie invente l'amour. La poésie est amoureuse quand elle n'est pas désespérée. Et contrainte, car un poème comme celui que je viens de vous dire est bien sûr plein de contraintes. En l'occurrence, il s'agit d'une ode, composée de 3 6 en octosyllabes, où alternent harmonieusement les rimes féminines suivies et les rimes féminines embrassées élégamment par les masculines. Ronsard est lui aussi un rat, ou un mulot, un architecte surréaliste, plagiaire par anticipation, un inventeur de l'amour, palpitant miracle. Nous, du monde ancien, nous avons cassé le moule, et à l'instant où les débris s'éloignent, le constat de cette perte vient conforter son ultime leçon. Tout est à commencer, à réarpenter, à recommencer. Palpitant miracle. Palpitant miracle, c'est d'ailleurs le titre d'un beau présent que j'ai écrit. Un conte qui dissimule puis révèle le nom d'une femme aimée autrefois. Ce matin, pente lente, Mira ira à la mer, tracée à la craie, palpitante, la plaie illicite. Écrire cette prière, ce cri mental, ce cri métal, cette alerte, cette alarme, cette pâle menace, ce là, cet éclair. Le calme climat en cette âme maintenant repliée en elle-même, répétant et mimant cette âme millénaire. Mira mirera la mer, rimée en miracle, mariée à ce rapt ailé, à la panique et à la némane, à la narcéine, la neppe et la palme, à la pampa et à l'île, à l'élante et à l'ami, la manite et la marante, la mine et la nacelle. Amante, mariée à la tempête et à l'intempérie matinale, à l'aile et à la rame, à la patrie, à l'allée, le temps, le parc, la mare, la mythe, la mer et le cap, à cette prairie mentale, à cette amarille à peine, cette marmite, ce minerai, cette mêlée même, le mélia et le miel, mille mêlés à la miagnété, pain mêlé à la palmite, ça parlant. Amante, mariée à cette tare natale, à cette clé, à ce pacte, à ce pari, à cet éminent minaret, le cil retenant en premier l'air mirant la mer minérale. Là, la matinée mêlera ici la larme à la mer, le rire aéré à la lame, la pampre à cette âme maritime et amie. Pan mariera la matière, la mer rimée en miracle. Parle maintenant, Icare. Parle maintenant, Icare, mimé par cette minette animale. Et en terre, pitre, cette clé très terrienne en ce repli aérien, innocente pâtre, trace à la craie l'arc celte, appelé par Ré et par l'art, et tirant ta trace ce ciel même acclamé et mérité par ta race. Ne nie ni ta larme, ni ta trace en l'air, et pars en ne retenant rien.
Parle maintenant, Icare, parle en acte, et tire ma main en la tienne, pantin tant aimé, mime, mimant, lara empaillé, mime à l'aile élimée et emmêlé, parle. Et là, le matin ira, mêlé à la mer, rire aéré, mêlé à la lame, miracle ancré en cette altérité même, le rire mêlé à l'alarme, miracle lié à l'acte, cette main intime et tactile, ma main en la tienne, en le panier natté par le pli replié maintenant, cette âme maintenant illimitée, amarrée maintenant à cette âme même et amie en le ciel, retracée. Ce matin, Mira ira à la mer, tracer un miracle. Et, aimant être né pâle à la terre élémentaire, Merle mitraillé par la milice, Merle anéanti par le napalm, la mirette nacrée, pailletée, emmêlée par ce pli en l'air, le cil, retenant cette terrienne marée enterrant la mer, Mira ce rire, cette larme appelant en ce cri, cette mariée millénaire. Nira aimer être né à la terre. En ce bien atelier renaît ici Mira Pantelic, l'aile alliée à la menace, elle-même aliénée à cette altière et palpitante palilalie, pétrie, triée, tracée, trempée en cet acier, en ce parler. Mire, attrape ce cri, il t'appartient. Ce mien appelle, cet appétit, cette étincelle ni militante ni éteinte, cet empire, cette empreinte, cet éclatement ancien et écarlate, ce clair été, en ta pâle tête. Âme tant aimée, mente aimante, merle, petite perle, Mira, ici mienne, ta race ici accaparée, ta plaie maintenant licite, écrite. Palpitant, petit miracle terrien, ici remercié. Depuis longtemps, très longtemps, trop longtemps peut-être, j'ai donc entrepris l'écriture de ces portraits d'hommes et de femmes. Plus de femmes, il est vrai, le beau présent comme le sonnet, vous l'aurez compris, étant une arme de séduction massive. Mais aussi le portrait d'objets divers, de pays réels ou de lieux imaginaires, des beaux présents, dorés, parfois je vais y venir, et des belles absentes. La belle absente est une autre contrainte, inventée par Raymond Queneau, qui consiste à écrire un poème dont chaque vers comporte toutes les lettres de l'alphabet, moins une. Ainsi, le nom du poème, ou le titre du poème, ou le dédicataire du poème apparaît comme un acrostiche en négatif par déduction de la lettre manquante de chaque vers après vers, en vertical, pareil au code d'un langage d'agent secret ou de réseau de résistance, si l'on veut. D'ailleurs, savez-vous à ce stade de notre parcours si toutes les lettres ont été prononcées dans les beaux présents que je vous ai dit? Je répondrai en disant que 3 lettres sont encore absentes du chant, n'ont pas été encore prononcées dans les beaux présents que je vous ai dit. Plus pour longtemps maintenant, car la belle absente parfaite que je vais vous dévoiler dans un instant va résorber ce manque, naturellement. Le X, le Z et le K n'ont pas été prononcés dans les beaux présents que je vous ai dit. Quant au texte de notre petite conférence, elles ont toutes été prononcées aussi, y compris le X grâce aux nombreux exemples, le Z grâce aux impératifs de Ronsard, cueillez, vivez, et le K grâce à la citation de Kafka, bien sûr. Voici donc un modèle de belle absente, par lequel nous atteignons ensemble les rivages de notre langue française commune. Et toutes les lettres redeviennent présentes ici, sauf le J dans le premier vers, le I dans le second et le C dans le troisième, donnant gic,
Le surnom d'un de mes oncles, Gic, pour Jean-Claude, c'est plus chic. Les zébrures magnétiques de l'avion dans ce ciel pluvieux waterproof ne gênent pas le pêcheur sur son kayak. Sur ton yacht, tu regardes jusqu'à la lune exacte et tu penses aux warrants, aux zérotages des commandes, aux effluves de kérosène flambé. Aujourd'hui, calife, un verre de Rérès et un bout de gorgonzola aux mains, Valkyrie toujours demain, figure qui s'envolera pure au zénith. La belle absente est donc paradoxalement présence, ombre portée. On dit les morts absents, chante un de mes amis dans le même ordre d'idées. Je le cite, ils tirent des ficelles les morts qu'on croyait abolis. On a l'heure posthume au cadran du souvenir. On se demande si c'est pas le grand-père qui fait la courte échelle comme ça pour se distraire entre deux battements d'ailes. On dit les morts absents, mais on y pense souvent. Mais il en va de même des êtres de chair qui parfois nous obsèdent à distance, n'est-ce pas? Je fais souvent ce rêve étrange et pénétrant d'une femme inconnue et que j'aime et qui m'aime et qui n'est chaque fois ni tout à fait la même, ni tout à fait une autre, et m'aime et me comprend, écrit Verlaine. Voici donc, en exclusivité mondiale pour vous ce soir, une belle absente, présente justement en chair et en os. Ce qui n'est pas souvent le cas, je vous le garantis. Écrit à partir du nom et du prénom de ma femme, Christine Rindac, qui est bel et bien présente avec nous ce soir dans la salle et dans la vie d'ailleurs, qui est toujours vivante, et je tiens à préciser qui ne m'a pas forcé à faire cette petite conférence, ni à l'intégrer dedans d'ailleurs. Ici, je n'ai éliminé des lettres exotiques que le WXZ. En effet, les Oulipiens, Pérec notamment, éliminent des belles absentes les lettres jugées trop exotiques, comme le KWXYZ. Cependant, son nom comportant un K et un Y, je n'ai éliminé des exotiques que le WXZ, moins une à chaque fois par vers, dans l'ordre du prénom et du nom. Donc, dans Christine Rindac, Christine Niran, maintenant que nous sommes mariés, mais ne rentrons pas là-dedans, hein, la phagocytation du nom de jeune fille par le mari, c'est un autre débat. La première lettre absente du premier vers sera le C. Un deuxième, le H, un troisième, le R, et ainsi de suite. Moins les cités précédemment. J'enchaînerai avec une autre belle absente, suivant le même modèle, adressée à un de mes camarades metteurs en scène fameux, dont le nom comporte un Z. Statue végétale, pensive jusqu'à l'aube, d'un beau kouros mythifié. Qui vive stupéfiant, jubilatoire, en circonvolution dogmatique. Qui riait. Je te quitte, aube kleptomane confondue en hypnose végétale, jungle, vendange mortelle, Colcos, c'est presque 40 ans de cavalcade effroyable, jeux hypertrophiés, tantôt brahman, migale, crocodile, flouve, kumquat ou citron. Gouvernail fracassé, en cendres sur un jeu de poker, quelle cymbale, hé! Jeu flou, métempsychose, cependant verge qu'a dressé la cabane. Je te quitte, fille simple de bakélite, hibou grave, œil de cyclope, qui tyrannisa mon salivant, moi, koala scribouillard, jusqu'au flagrant gâchis, flamboyante pékinoise, Hadji qui a vaincu la fatigue, geisha qui m'écrivit sa fulgurance sur les draps de soie, la balalaïka jouant, fut avec toi, tel le Maharaja béqué qui, dépaysé en sa pagode, rêvant sur son cockpit, le hashish fumé, son jeu quitté, muta en samouraï. Bye bye, Gaïa. Je fus volonté dysphonique ou dyslogique, bec pointé sur des kilomètres, sur ce rivage homérique, périscope fébrile sur Dionysiaque, juillet. Voici le jeu,
la jungle, que je te propose de déchiffrer, tel le jazzman qui, sur sa partition, J.S. Bach grava zinzinula son la, mi, fa, do. Hey, ce jeu d'éveil beau et drôle, fou que propose la grammaire, achève un poème inoubliable en quelque sorte qui déforme les zygomatiques. Il zozote, pouvons-nous dire, grise même, bien que confession honnête d'un jeu, peut-être bien qui sait, sous influence zoroastrienne, jonglant avec des hirondelles. Que l'humour jaune, jeune et pur nous sauve, cher metteur en scène de belles zarzuelas fulgurantes. Voici, du zazou flegmatique à l'autre, ce petit poème hardi sur l'oubli. Clé du jeu. Zone définie en page vierge, embuée, océan métamorphique, jusant. Début toujours difficile, lent ouvroir zutique, temps de GN, jusqu'à ce que la chanson apparaisse, que la bimblotterie se fige dans la vague, et que cette belle présence fugitive, dissimulée le jour, surgisse du zénith. À la fin, lampe zodiacale sur la page qu'a déjà achevé la nuit tombée. Nous voici pris au cœur de ces rouages alphabétiques, de ces échafaudages dorés d'accents et de rythmes. Que fais-je ici? Qu'est-ce qu'on fout là? Qui et où? Comment une belle absente peut-elle être présente? Un mort vivant? Comment le rat peut-il devenir chauve-souris et voler aveuglément vers le soleil? Pourquoi cette housse de pesanteur, si productive de manque et d'absence? Ces étais, ces entraves? Où est donc cette légèreté de l'être? Serait-ce pour cela que le beau présent navigue en funambule sur la mer sombre des lettres abandonnées, en faisant sonner les lettres restantes comme des vigies lumineuses, des grelots ou des sirènes, et tisse ainsi si étrangement l'absence joyeuse et triste de ce qui est et qui passe, se donne irréductible, ou est capturé un moment par le piège à oiseaux qu'il construit lui-même, par ce filtre, où passe encore la trace et la lumière d'or des souvenirs.